laisse la parole au professeur Marès qui va nous parler du syndrome génito-urinaire, les troubles trophiques et utilisation du laser. Merci. Bien, tout d'abord, je voudrais remercier Béchir Zouaoui et puis avoir le plaisir de me retrouver avec des amis, que ce soit Meltriki, Zegal Souki, qui m'ont déjà invité. Et je voulais vous parler d'un sujet qui est apparemment anodin parce qu'il n'est pas très important sur le plan chirurgical. Mais vous verrez qu'il prend une place essentielle pour les femmes et donc il devrait prendre une place essentielle pour nous les gynécologues obstétriciens. Alors si je peux avoir les diapositives. Est-ce que je pourrais avoir les diapositives? C'est Marès. Donc je vais vous parler du syndrome génito-urinaire. Et le syndrome génito-urinaire, en fait, vous le connaissez, parce que je le connais moi aussi, donc vous le connaissez tous. En fait, c'était quoi ce syndrome génito-urinaire? C'était en fait l'association des pathologies qui surviennent à la ménopause au niveau génital, à savoir l'atrophie, et derrière, simultanément, des pathologies associées telles que l'incontinence d'urine. Mais il faut savoir qu'il y a autre chose que l'incontinence d'urine, et on y reviendra un petit peu, il y a les problèmes anaux. Alors, je ne vous en parlerai pas ce soir, mais sachez que dans 10 ans, eh bien, c'est un sujet qui deviendra quotidien dans nos consultations, parce que l'espérance de vie fait que les femmes pourront vivre bien toute leur ménopause et jusqu'à 95 ans. Alors, en quoi ceci a changé? Eh bien, c'est quand les Américains ont défini le syndrome génito-urinaire qui associe tous les troubles trophiques, les symptômes urinaires et pelviens, et j'ai rajouté anaux, et les pathologies sexuelles. Et vous voyez que ceci devient un problème important, d'autant plus qu'il va s'aggraver au cours de la vie. C'est-à-dire qu'on dit aux femmes, la ménopause, les bouffées de chaleur, ça va passer. Ça va passer dans 90% des cas. Ce dont je vous parle va s'aggraver dans 90% des cas. Et vous avez ici les courbes qu'on voit très bien et qui vous montrent que plus on avance après la ménopause, plus ces troubles existent si on leur demande leur avis et si on leur en parle. C'est sûr que si on ne leur en parle pas, elles vivent ça comme une fatalité. Alors les signes, je ne vais pas m'y étendre dessus parce que vous les connaissez. Simplement, je voudrais retenir quelques points importants qui nous concernent à nous, les médecins, à savoir que seulement 25% des femmes en parlent. C'est une enquête faite aux États-Unis, on dit que les femmes sont libérées. Vous voyez que pas plus qu'ailleurs, elles osent en parler. Ça veut dire que c'est à nous d'en parler. Et le drame, c'est que dans 70% des cas, elles considèrent que nous ne savons pas répondre à leurs questions. Donc c'est pour ça qu'elles ne nous en parlent pas. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, vous voyez, c'est l'International Menopausal Society qui a montré en 2010 que ces troubles apparaissent le plus souvent 5 à 6 ans après la ménopause. Et le plus souvent 5 à 6 ans après l'arrêt du traitement hormonal. Et on leur dit, c'est dans la tête. Ce n'est pas dans la tête, c'est dans la réalité, et ça doit être pris en charge. Et il faut savoir que ceci n'est pas lié au fait qu'il y a une activité sexuelle ou non, et là on a fait des progrès, parce qu'on disait, si vous avez des rapports, vous n'aurez pas ces problèmes. C'est faux, il y a des femmes qui ont des rapports et qui ont ces problèmes et qui ont des douleurs. Et donc elles arrêtent d'avoir des rapports, il faut arrêter de culpabiliser les femmes, ce qui n'a aucune raison d'être, parce qu'une femme qui a ces problèmes-là, eh bien elle n'aura pas de rapport, et c'est évident. Et regardez ces chiffres, vous voyez que là, toutes ces publications datent de 2010, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui émerge, lié à l'espérance de vie et à l'attente des femmes d'avoir une prise en charge qui soit un peu plus moderne que celle du XXe siècle. Eh bien, vous voyez que 30% des femmes sont concernées après 55 ans et que c'est un coût de santé, alors on commence à s'y intéresser parce que derrière, il y a l'incontinence d'urine et il y a d'autres problèmes qu'il va falloir gérer. Donc c'est une information nouvelle. Et le drame, c'est que les femmes considèrent que c'est normal. C'est notre rôle de faire changer ceci, et les associations de femmes vont nous imposer ceci et cette démarche. Alors, je vous résume ceci en 2 minutes, parce qu'on n'a que 20 minutes, on m'a fait comprendre qu'il faut tenir le timing. Eh bien, vous comprenez que la sphère génitale, si je vous résume ici, est intégralement estrogénodépendante. Vous entendez bien, intégralement, les releveurs de l'anus sont aussi estrogénodépendants. Je n'ai pas le temps de vous le faire, mais si on devait parler du périnée postérieur, vous verrez qu'il commence à y avoir des publications montrant
que le traitement estrogénique local améliore la continence anale chez ces femmes concernées. Et on peut très bien comprendre ceci compte tenu de la proximité entre la vessie, le vagin, et je vous rappelle que l'origine embryologique de la vessie est la même que la paroi antérieure du vagin, et donc quand on traite la paroi vaginale, on traite l'urgenturie. Vous entendez bien? Traiter les troubles trophiques vaginaux traite l'urgenturie. Et il n'aura plus le droit de faire des bandelettes chez des femmes qui n'ont pas eu un traitement local avant. Et ça, c'est quelque chose qui nous pend au nez, les chirurgiens. Donc, ces tableaux, vous les connaissez. Ce n'est pas à vous que je vais expliquer ceci, mais n'oublions pas ceci, qu'il y ait ou non des rapports, il y a une diminution d'élasticité qui porte essentiellement sur l'origine embryologique de la zone hyménéale. Et ceci, quelle que soit la femme. Celles qui n'ont rien, ben, tant mieux pour elles, elles n'ont rien à dire. Par contre, celles à qui ça arrive, elles y sont pour rien. C'est comme celles qui sont BRCA1, puisqu'on en parlait en début de session, eh bien, elles se font essayer de gérer au mieux. Donc, il y a des pathologies liées à la ménopause, mais aussi aux hormones. Et je voudrais reprendre 2 ou 3 études. Et vous voyez que ces études ne sortent pas des revues de gynécologie. Elles sortent que des revues de sexologie. Parce que nous, les gynécologues, eh bien sûr qu'on passait complètement à côté, moi comme les autres d'ailleurs. Eh bien, ce qui se passe, eh bien, c'est que si vous regardez cette première enquête, vous voyez, là aussi, les femmes sont censées pouvoir en parler. 4200 femmes, 40% ont un inconfort, 70% d'entre elles ne l'ont pas signalé au médecin. On est vraiment au 19e siècle. Et donc, si on continue, vous avez l'enquête, celle-là est encore plus récente, 2013. Vous avez la même chose aux États-Unis, 55%, et ont des troubles de la sexualité dans 60% des cas. Après, on dit aux femmes, tu vieillis, etc. Non, c'est qu'elles ont une pathologie dont on ne s'occupe pas. Elles ont des troubles du sommeil et des troubles de l'humeur. Alors, pour les troubles de l'humeur, on va leur donner des antidépresseurs, des tranquillisants, des hypnotiques, bien sûr. Mais au bout de 3 comprimés, elles ne parleront plus, donc on sera tranquille. On aura gagné ce qu'on voulait. Mais on peut faire mieux. Donc, une étude Europe du Nord, une étude États-Unis, une étude France par Patrice Lopez, et vous voyez que ce qui gêne le plus les femmes, c'est même pas les bouffées de chaleur, c'est l'atrophie vaginale. Ce que je vous raconte là, ce n'est pas des idées, et je ne suis pas tombé ce soir quelque part, mais ce qui est important, c'est de savoir que cette dimension locale a une dimension esthétique et altère l'image corporelle globale de la femme. Quand on a une mauvaise image de son périnée, c'est toute l'image corporelle. Pour les hommes, on peut se l'appliquer, ne vous inquiétez pas. 30% d'entre nous, nous nous retrouvons avec des troubles de l'érection à partir de 40 ans. Ces problèmes-là, ce sont les mêmes dans notre image personnelle, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Donc ces troubles, on les connaît. Et ce que j'aimerais que vous souligniez, c'est ceci. C'est que vous vous rendez compte que ce qui se passe, c'est qu'il y a des troubles trophiques, mais que c'est l'épithélium qui disparaît. Il n'y a qu'à regarder la peau d'un nouveau-né et la peau de gens qui ont mon âge. Si vous regardez sur la mère, la souplesse de la peau n'est pas la même. C'est évident. Eh bien, au niveau du vagin, c'est pareil. Et ça s'accompagne de lichenification ou d'un autre sujet sur lequel je passerai, mais il est essentiel, c'est l'apparition de vaginose bactérienne. Et qu'on ne traite pas parce qu'on ne trouve pas de germes. Et ça, c'est essentiel. Ce qui veut dire que la prise en charge périnéale aujourd'hui va changer. Elle doit traiter la muqueuse, ça on le faisait toujours, et on disait ça marche dans 20% des cas, bien sûr, parce que si la vascularisation n'est pas dessous pour amener les topiques, ça ne sert à rien. Et la vascularisation, elle est gagnée par la sangle musculaire et la rééducation. Et la dernière notion, la troisième qui vient d'apparaître, c'est qu'il faut refaire le microbiote vaginal. On s'occupe du microbiote digestif, et comme c'est parce qu'il y a des hommes, mais le microbiote vaginal, parce qu'il n'y a que les femmes, on s'en fout. Posez-vous la question, il faudra y réfléchir peut-être. Donc, il va falloir essayer de les traiter. Et alors, je vais vous dire un petit mot. Jusqu'à maintenant, on faisait des apports d'estrogènes locaux seuls. Eh bien, c'est pas bon. Et je vais vous dire pourquoi. Et on les envoie voir le psychologue, le sexologue, alors qu'il vaudrait mieux qu'elles voient des gynécologues. C'est bien plus utile. Donc, premièrement, il faut traiter localement avec un peu d'estrogène. C'est utile, mais pas suffisant. Il faut travailler la rééducation pour essayer d'améliorer la vascularisation. Et il faut rééquilibrer la flore. Ça, c'est le dernier cri, si j'ose dire, de l'amélioration de cette prise en charge. Et c'est incontournable. On va essayer de l'aborder. Et Nicolas Bérény, après, vous abordera tous les aspects pratiques.
Les traitements, vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui, puisque c'était en 2010. Tous les traitements locaux et généraux peuvent être utilisés. Et grosso modo, on se trouve avec 3 indications essentielles que vous avez ici. Le nombre de femmes qui ont des infections urinaires à répétition, on leur donne des antibiotiques. C'est la meilleure façon de les maltraiter. La meilleure façon de les maltraiter, parce que si on leur met des antibiotiques, on déséquilibre le microbiote et on entretient l'infection urinaire à urine claire et germes négatifs. Et les femmes, on les entretient dans la douleur chronique périnéale. Il faut arrêter ces pratiques. Et donc, on peut traiter l'infection urinaire avec des antibiotiques au départ, mais derrière, il faut refaire le microbiote complètement. Et ceci traitera l'incontinence urinaire et de surcroît, le problème de la gêne pelvienne sera gagné. Alors, comment il faut le faire? Eh bien, toutes les solutions, je vous les ai mises là, sont bonnes, que ce soit l'extrogène conjugué équin, le placebo, les crèmes de DHEA. En tout cas, je ne sais pas si vous en avez. Nous, il y en a une crème qui va sortir dans 2 mois en France, et les topiques estrogéniques. Et vous voyez que tous, ils sont équivalents, mais il faut faire un peu de Cochrane. La Cochrane nous dit qu'il vaut mieux éviter les estrogènes conjugués équins. Alors, je vais vous faire passer les 3 séquences thérapeutiques médicales, à savoir, premièrement, les estrogènes. Alors, je vous ai pris cette étude parce qu'elle est bien documentée, avec des anneaux d'estring. J'aimerais que vous regardiez ceci, c'est que ces femmes-là, on n'a pas opéré. Mais vous voyez qu'avec ce traitement, au bout de 2 mois de traitement, 50% d'entre elles n'ont plus d'incontinence d'urine, que ce soit par stress ou par urgence. Je ne sais pas si vous voyez, c'est déjà énorme. Alors, le dernier point sur les estrogènes, c'est qu'en général, on donne des estrogènes locaux et les femmes les arrêtent. Pourquoi? Parce que ça brûle. Et ça brûle parce que ça néovascularise. Ça prouve que c'est efficace. Si vous avez mis votre main dans de la neige un jour, eh bien, quand vous la ressortez, elle est blanche. C'est comme la muqueuse vaginale. Et quand vous mettez, qu'elle se réchauffe, elle brûle. Et donc, les femmes arrêtent leur traitement. Donc, il ne faut pas mettre d'estrogène en première intention. Il faut avoir refait l'épaisseur du conjonctif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et au passage, parce qu'on nous a, les gynécologues, on nous a culpabilisés après la WHI, eh bien, je vous donne ça. C'est les mêmes qui ont écrit sur la WHI en 2002 qu'il ne fallait pas donner ces traitements. Les mêmes, je vous les ai mis. Vous voyez que selon l'International Menopausal Society, il n'y a aucune raison d'arrêter et on ne traite pas 5 ans. On traite tant que la femme en a besoin. Et comme je leur dis, on soigne son périnée comme sa figure. On n'arrête pas de se brosser les dents quand on a 65 ans. Donc, il faut continuer. Et vous voyez, la dernière étude, elle est de 2017. Pas d'augmentation avec ces traitements locaux, que ce soit au niveau du sein, de l'endomètre ou du côlon. Dernière information sur les estrogènes, il faut savoir que le traitement par voie générale ne traite en rien les problèmes locaux et même qu'il aggrave l'incontinence d'urine. Donc si on met un THM par voie générale, il faut y ajouter un traitement local qui associe estrogènes et microbiote. Et j'arrive au microbiote et vous voyez qu'aujourd'hui, l'élément important, c'est de dire que les estrogènes, c'est bien, mais il faut restaurer le microbiote vaginal et on a des outils, on ne les avait pas avant. Et vous voyez que ces publications qui datent de 2016, les lactobacilles par eux-mêmes sont plus importants que le pH pour maintenir le bien-être vaginal après la ménopause. Il y a 3 ans, vous n'auriez jamais entendu ça. Jamais. Donc aujourd'hui, plus que les estrogènes seuls, c'est le microbiote qu'il faut rétablir. Tout le monde est d'accord. Alors, est-ce qu'il faut la voie orale, la voie basse? Dans 90% des cas, la voie basse est certainement la meilleure, et vous allez voir pourquoi. Aujourd'hui, depuis 1 an, nous avons des produits par voie orale qui ne sont pas dégradés au niveau digestif, et c'est un point important. Je vous présente 2 études de Capobianco. Vous voyez ici qu'on utilise des résultats chez des femmes qui ont eu soit de l'estriol, donc l'estrogène, soit l'estriol et la rééducation. On va regarder que le problème de l'atrophie. Vous voyez que si on fait vous avez l'atrophie qui est ici, vous voyez que si on essaie de gagner en termes de groupe par rapport aux femmes, vous voyez que l'association de la rééducation fait gagner quasiment 10% en termes de réduction de la sécheresse, et en particulier au niveau, ça c'est au niveau urinaire, mais vous voyez qu'au niveau vaginal, si on fait que les estrogènes seuls, eh bien on a 31% d'amélioration. Si on fait la rééducation, on arrive presque 80%. Et alors, les lactobacilles,
Hop, si je peux revenir en arrière. Les lactobacilles, vous voyez que la même équipe s'est amusée à faire ce qui était son meilleur résultat avec estriol, rééducation et électrostimulation, et ils ont rajouté des lactobacilles. Eh bien, si vous regardez les résultats à distance, vous voyez que sur la sécheresse vaginale, eh bien, il ne reste plus que 10% si on a associé estrogène, rééducation et lactobacilles. Il restait 20%, c'est ce que je vous ai dit, si on n'avait que les estrogènes et la rééducation. Donc vous voyez qu'on est devant une trithérapie locale qui est aujourd'hui la première arme de traitement de ces pathologies, qu'elles soient l'infection urinaire, l'incontinence urinaire et les troubles trophiques. Donc vous voyez qu'on est devant une association thérapeutique. Et les lactobacilles, je n'ai pas le temps de vous le développer, ont ensuite un effet sur l'immunomodulation et l'effet anti-inflammatoire. Et on a donc une association synergique à ce niveau. Alors, un petit point qui me paraît pour moi et auquel je tiens beaucoup, c'est le post-cancer. Parce qu'on dit les femmes qui ont eu un cancer et la session de début d'après-midi portée sur les femmes ayant un cancer du sein. Et je vois des femmes qui ont eu une chimiothérapie pour une leucémie, par exemple. C'est une catastrophe. Nous, les gynécologues, nous devons nous battre pour que les femmes soient vues avant toute chimiothérapie par des gynécologues, tels que nous sommes ici, puisque nous serons sensibilisés à cette situation et nous savons que ces femmes-là vont avoir une sécheresse vaginale. Je vois des femmes de 42 ans après une séance de chimiothérapie avec une synéchie complète du vagin. Je sais opérer des Rokitansky, on n'arrive pas à opérer des femmes qui ont une synéchie après chimiothérapie d'ordre général. C'est inadmissible, il faut qu'on mette en place, et je vous en dirai un mot, une consultation pré-chimiothérapie. Et vous voyez qu'ici, on y rajoute bien sûr les antidépresseurs qui vont augmenter la sécheresse vaginale. On a tout gagné. C'est de la médecine personnalisée sur mesure. Mais est-ce qu'on a écouté les femmes? Et là, je vous montre ici juste une grille qu'on a donnée aux infirmières de consultation d'annonce. Elles remplissent cette feuille pour dépister les femmes à risque de troubles trophiques vaginaux avec un système automatique. Vous voyez qu'ici, lorsqu'il y a ces deux questions qui sont remplies, elles appellent et elles préviennent un médecin, en particulier gynéco, pour essayer d'avancer à ce niveau. Alors, quelques images. Bien, vous voyez ici une atrophie vaginale qui est importante parce que j'ouvre à peine le spéculum et ça se déchire. Vous voyez qu'il n'y a plus de conjonctif. Si on va plus loin, regardez un petit peu ici. Le drame, c'est qu'en général, on dit qu'il n'y a rien, parce que lorsqu'une femme se plaint, on met le spéculum et on regarde. Jamais de la vie dans ces lésions-là. Il faut regarder d'abord et le spéculum après, parce que c'est le vestibule qui fait mal et pas le reste. Et si vous regardez ici, cette femme, on lui disait qu'elle n'avait rien. Cette zone-là, elle est minuscule, mais à chaque contact, elle fait mal. Et donc derrière, vous avez une hypertonie périnéale avec une réaction réflexe. Si vous les regardez ici, c'est pareil. Vous regardez ici cette petite zone-là. Et ça, c'est comme s'il y avait une fissure. Si on voyait ça dans l'estomac, tout le monde s'inquiéterait et dirait il faut s'en occuper. Comme c'est la femme, on laisse tomber. Regardez ici, je n'ai pas appuyé. C'est juste la dame qui a appuyé avec ses doigts. Regardez, ça fait une fissure. On lui dit que c'est dans la tête. Comment vous voulez qu'elle ait envie de rapport après? Voilà une autre. Et là, parfois, il faut savoir aussi aller jusqu'à la chirurgie. Cette dame, on me l'a adressée parce qu'elle avait des douleurs et elle avait des démangeaisons. Donc on lui disait, elle a peut-être des comportements sexuels, etc. En fait, si vous l'examinez, regardez un petit peu, elle a une fermeture complète ici, de tout le haut de la fente vulvaire. Si on l'examine un peu, en fait, elle avait un kyste sébacé sous le capuchon clitoridien qui s'était fermé. Et là, il fallait l'opérer. Et regardez, on retrouve ici le kyste sébacé qui était là-dessous et personne ne voulait y aller, parce que ce n'était pas facile. Et on retrouve un clitoris qui est normal, en position normale. Donc, il faut savoir aller jusque-là. Les traitements sont multiples. Je vous en ai listé quelques-uns. Nicolas Bérény vous parlera des autres, sans oublier que la femme, c'est un tout. Et que s'il y a ces problèmes-là, il faut parfois utiliser l'hypnose, le MDR à côté, l'acupuncture et le traitement général. Les traitements généraux, vous les avez ici. Ne pas oublier qu'à cette période de la vie, il peut y avoir une fatigabilité liée à un problème de thyroïde ou un déficit en vitamine D. Toutes les solutions possibles qui peuvent l'aider sont utiles. Éviter la douleur au maximum, rétablir le confort vaginal, je vous l'ai dit.
Alors, 3 mots sur les traitements qu'on a nouveaux, mais je vais passer rapidement puisque Nicolas Bérini va en parler. L'acide hyaluronique, en application locale, vous voyez qu'on a une amélioration, une réduction de façon importante de la sécheresse qui n'est pas corrélée aux dyspareunies. Il n'y a pas toujours de lien entre sécheresse vaginale et douleur au rapport. C'est comme ça. Si on le fait avec des injections, vous voyez qu'on a les mêmes résultats avec une réponse qui est beaucoup plus rapide et qui dure 6 mois. La rééducation qui reste indispensable, je vous en ai parlé un mot, que ce soit par technique classique ou par des techniques de courant qui permettent de lutter contre le collapsus microcirculatoire. Des techniques externes, parce que les femmes ont mal, et on peut utiliser ces techniques sur la bûche qui a été développée par une sage-femme de Marseille. Des coussins WAF qui permettent de faire travailler les chaînes musculaires en les mettant en ligne et de contracter les releveurs sans faire d'efforts ni de contacts intravaginaux, tout comme les techniques avec Hubert ou des techniques externes. Le laser, on nous en a parlé, et il peut y en avoir plusieurs et différents types, avec des résultats qui sont très satisfaisants. Vous voyez que les améliorations, mais ça porte sur la paroi vaginale et pas sur le vestibule. Les LED, Nicolas Bérini va en parler. Juste un mot pour vous dire qu'on commence à comprendre pourquoi ça agirait et que ça agirait à distance du produit parce que ça agit par un niveau cellulaire au niveau de la mitochondrie et qui se prolonge dans le temps. Et vous voyez que ça agit à différents niveaux dans tous ces paramètres et en particulier, il y a quelque chose qui a bougé, sur un des récepteurs, le TPRCV1, qui est lié à ce problème de la douleur. Donc, on conclut, eh bien, il faut savoir que ces signes sont réversibles, il faut les dépister, il faut questionner les femmes, il faut modifier notre façon de penser pour faire une prise en charge personnalisée. Et vous voyez qu'on a, entre le traitement par voie générale et le traitement local, toutes les solutions possibles pour y arriver. Je vous remercie. Merci.